Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter la solution du devoir numéro 3. Première partie. Alors, cette première partie consiste en l'exercice numéro 1. Voici l'exercice numéro 1. Alors évidemment, vous allez avoir dans la description le lien de l'énoncé de ce devoir complet en l'exercice numéro 1. Et c'est un exercice qui contient 5 questions. Là. Alors on se donne un espace vectoriel normé sur le corps C. On note E', le dual de E, et E', donc le dual du dual de E, c'est-à-dire le bidual de E. Pour x appartenant à E, on définit cette application notée petit j indice x par de E', c'est-à-dire du dual vers C, qui à f fait correspondre gx de f qui est f de x. Alors, première question, montrer que Gx est linéaire, continu et calculer norme de G de x. Alors, je rappelle que ce devoir, je l'ai donné donc, en mai 2020. Et ça, ce sont des questions de cours. Nous les avons vues dans le cours. Jusqu'à la question 4, tout ça, c'est du cours. En fait, quand on donne un devoir ainsi, c'est pour que les gens revoient leur cours et apprennent leur cours. Bien. Alors, nous allons voir la solution de cette première question. Alors, nous allons montrer que c'est linéaire et g de x est par conséquent une forme linéaire sur E'. Alors, si x est nul, évidemment, qu'est-ce que c'est que g de x? C'est la fonction nulle, parce que quand vous prenez f dans E', qui est donc une forme linéaire sur E, qui est linéaire, donc f de 0 égale 0. Donc si x égale 0, vous avez f de 0 égale 0. Et par conséquent, pour tout f, nous associons 0. Et donc c'est la fonction nulle. Si x n'est pas nul, nous allons montrer que gx est linéaire aussi. Alors je prends f, quel que soit f dans E', quel que soit h dans E', quel que soit lambda dans C, et je vais calculer gx de cette combinaison f plus lambda h. Je vais montrer qu'elle est égale à ça. Et donc, ce qui montre la linéarité. Bon, alors par définition, ceci est égal à f plus lambda h de x. Je rappelle que f et h sont des éléments dans E'. Bon. Donc, d'après la définition de la somme des applications, donc c'est f de x plus lambda h de x. Et par conséquent, c'est l'image par gx de f plus lambda, l'image par gx de h. Donc, gx est bien linéaire. Naturellement, c'est très facile, il n'y a aucun problème. Tout ça, ça vient donc des propriétés, des applications de la linéarité, évidemment. Elle est continue parce que quand vous prenez l'image gx de f dans l'espace d'arrivée qui est C, donc la langue dans C, c'est le module, alors est égal à f de x. Mais f est initialement un élément de E', donc c'est linéaire. Donc il vérifie la propriété de la linéarité d'un espace vectoriel normé E vers C. Donc c'est inférieur à la norme de f, la norme de l'application linéaire, que multiplier la norme de x, l'élément dans E. Parce que ici, x est fixé, x est fixé. C'est f qui bouge, qui est dans E'. Donc nous avons ceci. Donc ça, c'est une constante. Et vous avez l'image est inférieure à la constante x que multiplie la longueur. Et donc, du coup, ceci montre la continuité de gx. Je rappelle que gx est linéaire. Pour pouvoir montrer qu'elle est continue, il suffit de majorer les images de g de x pour tout élément de f par une constante, ici x qui est fixée, que multiplier la norme de f dans l'espace de départ qui est E'. Et donc, par conséquent, nous avons
la continuité, et aussi nous avons un renseignement sur la norme de g de x qu'elle est inférieure à ça, inférieure à la norme de x. En fait, on a égalité. Norme de g de x est égale à x. Pour le montrer, nous allons utiliser un corollaire du théorème d'Banach. Alors, je vais vous donner le lien du cours sur le théorème d'Banach dans la description. Mais pour ceux qui nous suivent régulièrement sur cette chaîne, ils savent que nous avons déjà parlé de ce théorème d'Banach. Donc, d'après le théorème d'Banach, il existe phi appartenant à E', une forme linéaire, donc continue, qui vaut exactement norme de x pour un x fixé non nul. C'est pourquoi j'ai distingué le cas x nul et le x non nul. Pour x non nul, d'après le théorème d'Banach, on a cette forme linéaire. Et la norme de phi égale à 1. Alors ça, c'est très important. Pour x égale 0, vous pouvez trouver une forme linéaire qui vaut norme de 0, mais pas avec une norme égale 1. Donc là, pour la linéarité, vous avez vu que j'ai distingué si x égale 0, gx c'est la fonction, c'est nul, gx c'est nul, hein? Et par conséquent, sa norme c'est norme de x qui est nulle. Et si x est non nul, voilà comment on fait pour montrer l'égalité. Alors, d'après le théorème d'Banach, il existe phi appartenant à prime qui vérifie ces propriétés-là. Maintenant, je reviens à la définition de la norme de gx. C'est quoi? C'est le sup des images, le module des images dans l'espace d'arrivée, sur la sphère unité de E', norme de f égale à 1. Donc, c'est supérieur à gx de phi en module. Pourquoi? Parce que ce phi fait partie de la sphère unité. Et ça, c'est précisément, d'après la définition de gx, c'est ça. Hein? En module, ici en module. Et d'après ceci, est égal à la norme de x. Donc, du coup, j'obtiens une inégalité réciproque à celle-ci, et donc j'ai l'égalité. Et voilà, on a un autre moyen de montrer l'égalité. On peut retrouver ce résultat en utilisant notre corollaire, directement, un corollaire du théorème d'Banach. Alors, ce théorème d'Banach, je vous conseille de regarder le cours sur le théorème d'Banach. C'est très intéressant parce que c'est un théorème très important qui débute par un résultat purement algébrique et qui aboutit à des corollaires très importants en analyse fonctionnelle. Voilà le corollaire que je cite, comme je l'ai écrit dans le cours, soit un espace vectoriel normé sur n'importe quel cas, k égale r ou c. Alors pour tout x, on a la norme de x, c'est comme ça. Elle est décrite grâce aux formes linéaires, est égale à ça. Voilà. Alors maintenant, appliquons ceci. Norme de g de x, par définition, c'est ça. Je recopie ça. Ici, les f dans E', même si je ne l'ai pas écrit parce que l'ensemble de départ c'est E', de la sphère unité, mais aussi de la boule unité fermée. Le sup, pour la norme, la définition, ça c'est bon, et ça c'est aussi sur la sphère ou bien sur la boule unité fermée. Alors vous remplacez g de x de f par sa valeur qui est f de x. Là j'ai utilisé phi, là j'utilise ça par définition de gx, c'est module de f de x dans C. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Juste ici, c'est une écriture avec L et ici avec F. Mais la définition, c'est la même. Donc, c'est norme de x d'après ce corollaire. Et on retrouve cette égalité. Donc, j'ai répondu à la première question. C'était très important parce que nous avons dans la question numéro 1, on demande de calculer norme de gx. Maintenant, on définit cette application J de E vers le bidual par G de x. À chaque x fixé, comme nous avons vu, nous lui avons associé une forme linéaire sur E', Gx. Maintenant, on définit cette application de E
Pour un x, on associe cette application gx. Donc, on note gx égale grand J de x. Pour ne pas s'embrouiller dans les notations, voilà donc comment on note. Et on voit donc que c'est une application de E vers le bidual. Montrer que alors, on suppose que J est surjective. Et on vous demande de montrer que J est un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. La linéarité de ce grand J n'a rien à voir avec la surjectivité. La surjectivité va jouer le rôle pour montrer que c'est un isomorphisme. Alors d'abord, nous allons montrer la linéarité, ensuite on verra que c'est un isomorphisme. Regardons la solution. Voilà donc l'application de E vers le bidual, qui est définie par J de x égale petit j indice x. Bon, on va montrer la linéarité. Je rappelle que l'hypothèse surjective va jouer un rôle dans l'isomorphisme. La linéarité ne dépend pas de la surjectivité, c'est toujours linéaire. Donc, alors je prends un x dans E, un y dans E, un lambda dans C et f dans E' quelconque. Et je calcule g x plus lambda y appliqué à f. Donc, par définition, c'est petit jx de f. Non, pardon, pas petit j de x, petit j indice ceci. X plus lambda y de. Donc, c'est f de x plus lambda y. Regardez la définition de g de x. À la place de x, mettez ça. Mettez ceci. Hein? Mettez juste x plus lambda y à la place de x et vous avez ça. D'accord? Maintenant, f est un élément de prime, donc il est linéaire. Donc, ceci, c'est f de x plus lambda f de y. Et je reviens à ma notation. Donc, f de x, c'est j de x indice f. Parce que f de x, c'est petit j indice x de f. Donc, c'est ça. Et f de y également. J de y appliqué à f. Alors, d'après les propriétés des applications, donc ceci est égal à ça. J de x plus lambda j de y, le tout appliqué à f. Ceci est vrai quel que soit f, donc j'ai ça. Quel que soit x, quel que soit y, quel que soit lambda. Et donc c'est la linéarité. La linéarité, vous avez l'habitude de mettre alpha x plus bêta y, mais il suffit de mettre une valeur lambda ici, donc c'est équivalent à la linéarité pour simplifier. Alors maintenant, d'après ce qui précède, nous avons Jx, c'est petit j indice x. Et qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu que la norme de j de x est égale à la norme de x. Par conséquent, la norme de ce j de x est égale à la norme de x. Et donc, j est une isométrie de E dans E seconde. Et avec la surjection, je dois dire sur le bidual. Donc, c'est une isométrie. Le fait qu'elle soit une isométrie implique qu'elle est continue, parce que vous avez, pour une application linéaire, qu'est-ce que c'est que la continuité? Il suffit d'avoir ceci inférieur à une constante m fois norme de x. On a l'égalité, et m égale 1. Et cette égalité montre qu'il y a continuité pour l'application inverse. Parce que, rappelez-vous, j est surjectif, d'après l'hypothèse. Donc, j-1 est linéaire, parce que j est linéaire, et elle est continue grâce à cette relation qui va jouer la continuité dans les deux sens. J est surjectif, hypothèse énoncée, alors j est bijectif et isométrique grâce à ça. Isométrique. De E sur E seconde. Remarquez quand on dit une application de E vers E seconde, mais quand elle est surjective, on dit sur, pour être très précis.
Elle tombe dessus, en entier. Donc E sur le biduel. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? Elle est continue. Elle est bijective. Elle est bicontinue, c'est-à-dire continue dans les deux sens. Cette relation joue le rôle. Si vous vous appelez J de X, Y, ceci c'est J-1 de Y. Donc on a la continuité dans les deux sens. Alors J est un isomorphisme. Je rappelle, une isomorphisme, c'est quoi par définition? Linéaire, continu, dans les deux sens bicontinue. Linéaire, continu, bijectif d'abord et continu dans les deux sens, J et J-1. Et là, grâce à l'isométrie, c'est un isomorphisme isométrique de E sur le biduel. Alors, je vais donner une remarque très importante tout à l'heure sur l'ensemble qui est a priori, par hypothèse, juste un espace vectoriel normé. Dans la troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est des questions de cours. Donner la définition d'un espace réflexif. Question de cours, je vais raconter le cours. Soit un EVN, un espace vectoriel normé sur C, E est dit réflexif si J de E est égal au duel. Autrement dit, si J est surjective. Si J est surjective. Comme on a supposé dans 2. Mais ce J n'est pas toujours surjectif. Alors, quand il est surjectif, E est dit réflexif. Et d'après ce que nous venons de voir, par conséquent, c'est un isomorphisme isométrique. Parce que nous avons dit que si J est surjectif, et qui est ça la définition de réflexif, si J est surjectif, c'est un isomorphisme isométrique. Alors, donc, je répète, E est réflexif si cette application grand J que nous avons définie est une surjection, et comme conséquence, et par conséquent, J est réflexif si et seulement si l'application J est un isomorphisme isométrique de E sur son biduel. Alors la remarque très importante. Nous savons, alors le biduel c'est quoi? C'est L de E' vers C, c'est-à-dire les applications linéaires de E' vers C, les formes linéaires. Or ce L de E'C, en général, lorsque vous avez L d'un espace vectoriel normé vers un espace vectoriel normé, si F est un Banach, LGF est un Banach, les applications linéaires. Et C est un Banach. Il est complet. Et le bidual, ou n'importe quel dual d'un EVN, est par conséquent un Banach. Or, E est isométrique au biduel. Je viens de dire que les duos, pluriels de dual, sont des Banach. Grâce à cette... Alors, je vais revenir sur cette notion, la démonstration de ceci, L de G vers F, si EVN et F Banach est un Banach. On va la démontrer bientôt, ce résultat, sous forme d'exercice. Donc, E est isométrique à un Banach, il est donc un Banach. Donc, partons d'un EVN, s'il est réflexif, c'est un Banach. Donc, on a le résultat suivant. Donc, si E est un EVN réflexif, alors c'est un espace de Banach. Rappelez-vous de ça. Si E est réflexif, c'est un Banach. Ce n'était pas une question, c'est juste ici une remarque. Alors, il va suivre maintenant, je crois, la question numéro 4. Énoncer le théorème de Banach-Steinhaus. Alors ça, c'est une question du cours. Nous allons énoncer le théorème de Banach-Steinhaus. Le voilà. Soit E un Banach et F un espace vectoriel normé. Notez bien
l'espace de départ, un Banach, et l'espace d'arrivée, F, juste un EVN, espace vectoriel normé. Soit TI, une famille, grande TI, une famille d'applications linéaires continues. Alors, je ne dis pas de forme linéaire parce que F est a priori un EVN, pas forcément le corps C. Donc, famille d'applications linéaires continue. Donc, quand je note ainsi, L de F, c'est les applications linéaires continues. On suppose que pour un x fixé, la famille Tx de x est bornée donc par une constante m qui dépend donc de x. Alors, que dit le théorème de Banach-Steinhaus? Il dit alors il existe m qui borne toutes les normes Ti lorsque i parcourt le grand I. Remarquez que i ici est un ensemble quelconque, il n'est pas forcément dénombrable. Voilà le théorème de Banach-Steinhaus. Alors ici je l'énonce, mais je l'explique aussi. Ça aussi, je vais vous donner le lien dans la description de la vidéo où vous allez voir les propriétés, en fait la démonstration du théorème de Banach-Steinhaus. Donc maintenant, la question 4 terminée, c'est juste un énoncé d'un théorème. Nous allons voir la question la plus importante, c'est ça qui est dans le devoir, une question qui en fait n'est pas une question de cours. Voilà. Montrer qu'un ensemble A, si vous prenez un ensemble A dans E, A est borné dans E, si et seulement si, phi de A est borné dans C pour tout phi du dual. A est borné dans E, si phi de A est borné dans C pour tout phi appartenant à E. Voilà ce que je veux montrer. Alors, comme indication, prenez une suite X dans A, considérez cet ensemble-là. En fait, je l'ai noté les grands G1 dans la démonstration. Donc, grand G1, c'est Jnxl pour ne pas confondre l'indexation par un élément de E avec un entier naturel. Donc, voilà ce que nous allons voir et nous allons utiliser le théorème de Banach-Steinhaus. Il faut vérifier les hypothèses, évidemment. Les hypothèses, l'ensemble de départ est un Banach, etc. Vous avez une famille d'applications linéaires, etc., etc. Bien, nous allons donc répondre à ça. Cette question. A est borné dans E, une partie A est bornée dans E, si elle seulement si, son image est bornée dans C pour tout. Son image par toute application, par toute forme linéaire sur E continue. Tout élément du dual. La solution maintenant. Voilà ce que je veux démontrer. Ça. Donc il y a deux implications. Je commence par l'implication la plus simple, qui est l'implication directe. Donc je suppose que A est borné dans E. Voilà, borné. Et soit M une constante qui majore toutes les normes des éléments de A. Puisqu'il est borné, c'est les normes de tout élément les normes de x est inférieure à une constante fixe m, quel que soit x appartenant à A. Maintenant, si je prends une application, c'est une forme linéaire sur E', d'après la continuité, module de phi de x, qui est, le module c'est la norme dans C, l'espace d'arrivée des formes linéaires, est inférieur à la norme de phi qui multiplie la norme de l'élément x. Et comme x est inférieur à 1 pour tout élément de A, donc c'est inférieur à 1 norme de phi. Ainsi, vous avez toutes les images des éléments phi de x sont bornées par une même constante qui ne dépend que de phi. Parce que là, il vous dit phi de A est borné. Donc, c'est inférieur à une constante qui dépend de phi. Voilà, quel que soit x dans A. Nous avons bien phi de A est borné. Alors, l'implication réciproque, elle est moins évidente. Et pour cela, nous allons utiliser l'indication donnée dans l'énoncé. Alors donc, par hypothèse, ça, je suppose que c'est vrai. Quel que soit phi dans E', le dual, phi de A est borné dans C. Alors je vais faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire je suppose que A, parce que je veux montrer que A est borné, donc je suppose que A n'est pas borné. Avec cette hypothèse,
je suppose que A n'est pas borné. Alors A n'est pas borné, ça veut dire que je peux trouver une suite dans A qui tend en norme vers plus l'infini. Si je ne peux pas trouver de suite, ça veut dire que A est borné. Donc, je peux trouver une suite telle que xn, telle que norme de xn égale plus l'infini. Alors, je vais utiliser cette suite. Donc, je définis l'application Jn de E' vers C par ça. En fait, ce grand Jn, c'est ce que j'ai noté dans la première question, J indice xn. Donc, d'après la première question, je sais que ce grand Jn est un élément du bidual et que sa norme est égale à la norme du xn. Tout ça est vu dans la première question. Ainsi, si je considère cette famille, pour n variant dans grand N, c'est une famille de formes linéaires sur E'. C'est une famille dans le bidual, donc ce sont des formes linéaires. Et donc, ce sont des applications de L de E' vers C. Alors, E', c'est un Banach, d'après la remarque que j'ai notée. Et l'espace d'arrivée C, même s'il n'est pas forcément un Banach, l'espace C, même s'il n'est pas mais il est un Banach, mais regardez le théorème de Banach-Steinhaus. Donc, ce qui va jouer le rôle dans le théorème de Banach-Steinhaus, c'est le dual E' et F, c'est C. Je répète, E' va jouer le rôle ce qui joue le rôle de E dans ce que nous allons appliquer, c'est E'. Et F sera C. Et les applications TI, alors, grand I, c'est N, et TI, c'est GN. Et qui va jouer le rôle de X, c'est les F dans E'. Pour ne pas s'embrouiller, parce qu'on donne un théorème, mais les notations suivant les circonstances. Je peux l'appliquer pour n'importe quel Banach. D'ailleurs, ce E qui est ici, c'est le E de l'énoncé du théorème de Banach, pas le E dans notre texte, dans notre énoncé. Bon, pour E, il se trouve que comme ça, je l'ai noté E. Je ne vais pas changer la notation parce qu'on est assez mûr pour distinguer que ici, c'est un théorème, si vous voulez, issu d'un cours. Alors, je vais l'appliquer avec la situation que j'ai. Alors, je répète, E' va jouer le rôle, ici, et C, et les applications seront Gn, n appartenant à n. Très bien. Voilà, donc nous avons une famille de formes linéaires Gn sur E', c'est-à-dire des éléments du bidual, de E' vers C, jouant le rôle donc du théorème de Banach. Alors, pour un X fixé, en fait, pour un F fixé, ceci est borné par une constante M indice F. Pourquoi c'est borné? En fait, cet ensemble, c'est quoi? Gn de F, c'est F de Xn. Et F de Xn, c'est quoi? C'est inclus dans F de A, puisque toutes les suites, pour tous les éléments de la suite sont dans A. Inclus dans F de A. Et pourquoi A est borné? Par l'hypothèse. Alors maintenant, nous avons la situation, toutes les hypothèses vérifiées du théorème de Banach-Steinhaus. Donc, que dit le théorème de Banach-Steinhaus? Il existe une constante K qui majore les normes. Or, la norme de Gn, c'est précisément norme de Xn. Donc, K va majorer la suite. Or, pour moi, j'ai dit soit une suite telle que norme de Xn tend vers plus l'infini. Je fais un raisonnement par l'absurde. Et là, je tombe sur le contraire, que la suite est majorée, quel que soit un nombre d'Xn inférieur à K. Alors, ceci est absurde. Par conséquent, l'hypothèse que j'ai faite dans ce raisonnement de l'absurde est fausse, et c'est le contraire qui est juste. J'ai dit, supposons A non borné, et on tombe sur une absurdité, alors A est borné. Voilà, ceci termine la correction de cette question, et donc celle de l'exercice 1. Alors, je rappelle que cette correction, cette solution, c'est celle de la première partie de l'examen, du devoir numéro 3, et que je vais vous mettre dans la description les liens de l'énoncé
et du cours sur le théorème de Banach et du cours sur les grands théorèmes d'analyse fonctionnelle. Et parmi ces théorèmes, il y a le théorème de Banach-Steinhaus que nous avons utilisé aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine solution. Inch'Allah. Au revoir.